Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Deuxième partie de Taxi Presse avec Arbi Alpha, Fabrice Petiesi, Loïc Lawson, Tchanyao Arimiaou et Ferdinand Haïté. Nous menions avant le débat sur l'immobilier. On va continuer un peu puisque le sujet devient intéressant avec la ville qui s'agrandit à peu près. Fabrice nous renseigne tout à l'heure que l'ancien président de l'ONAT avait dit qu'il y a tellement de l'eau vide à Lomé. Si on réglait ce problème, on se rendant compte facilement qu'on n'a plus besoin d'aller acheter un terrain un peu plus loin à Lomé. Abi, c'est vous qui avez la parole. Oui, effectivement, par rapport à ce sujet précis, il faut dire que les gens ont pris la capitale comme un compte bloqué. C'est un compte bloqué, des terrains au cœur de la ville qui ne servent à rien. Dans des pays où le système cadastral est développé, vous payez plus sur le terrain non bâti que sur l'immeuble. Ici, il n'y a pas ça. D'accord, mais ce n'est pas un Eric qui va acheter 3 lots à Idogomé pour encadrer l'essai, d'autres n'ont même pas clôturé. Donc, j'avais publié un dossier qui disait à la naissance de l'OTR, où des jeunes, une nouvelle génération, ils sont venus de l'étranger, ils ont pu être sélectionnés dans le cadre de la durée diplomate de l'OTR, où ils ont fait un budget qui devait permettre d'équiper le pays, ne serait-ce que du minimum, et de s'inspirer de ce qui se fait à Abidjan. Abidjan, où ce que les gens paient pour les immeubles, ce que les gens paient pour les terrains non bâtis, tu te rappelles? Oui, je me rappelle très bien. Ce que les gens paient pour ça, ça fait rentrer, ne serait-ce que pour la ville d'Abidjan seule, chaque année, minimum 100 milliards pour le budget national. Donc ils ont voulu s'inspirer, ils ont demandé à ce qu'on leur donne les moyens pour équiper le pays d'un minimum pour, n'est-ce pas, faire ce travail. Pas d'argent, ce volet est totalement élagué, il est oublié. Parce que je vous dis encore que la capitale est un compte bloqué. Les terrains que tu verras partout là, c'est pour les mêmes personnes. Il suffit seulement de prendre le journal officiel. Oui. Et tu parcours. Quels sont ceux-là qui ont toujours les titres fonciers? Parce que si tu as un titre foncier, ça doit s'annoncer au journal officiel. Oui. C'est les mêmes noms qui reviennent. C'est pourquoi moi je dis que la capitale, c'est un compte bloqué. Les terrains vides que vous voyez, c'est pour les mêmes personnes. Tu parcours 5 immeubles, minimum 2, c'est pour les mêmes personnes. Donc ça fait que l'État ne peut pas définir une politique pour, n'est-ce pas, assainir l'urbanisation. Très bien, merci beaucoup Abielfa. Ferdinand, franchement, est-ce que l'État ne peut pas définir une vraie politique de l'urbanisation aujourd'hui? C'est un problème de vision. D'abord, je vais partir rapidement de la législation qu'on débattait ici tout à l'heure. Je dis, mais on peut légiférer. Récemment, on a légiféré au Sénégal pour fixer les loyers parce que Dakar, c'est une ville qui devient de plus en plus chère. Et donc, il y a eu des initiatives pour légiférer. Et Lomé aujourd'hui, on peut le faire. Et je pense que si le gouvernement ne le fait pas, ceux qui sont à l'Assemblée devraient quand même le faire. Les gens sont à l'Assemblée, c'est pas seulement pour les problèmes politiques. On a des difficultés pour vivre à Lomé. On a des problèmes de loyer sur lesquels il faut légiférer. On a des problèmes de pollution sonore avec des églises, des mosquées qui sont partout. On a des problèmes des tas d'ordures. On a des problèmes des bars qui sont partout, qui jouent de la musique jusqu'à 1h du matin. Les gens ne dorment pas. Parce qu'une ville, c'est un cadre de vie. C'est un cadre de vie. La ville telle qu'on l'a hérité des colons. Parce que la ville en Afrique ne remonte pas très loin. Ça remonte à la colonisation. Et ceux qui ont anticipé ont pu créer des cadres de vie acceptables. Mais si nous n'avons pas anticipé, il faut qu'on copie au moins chez des gens qui ont créé des cadres de vie. Et il faut mettre ensemble les architectes, les urbanistes, les paysagistes, les géomètres pour créer un cadre de vie est vivable pour les citoyens, parce que quand on est en ville, il y a aussi une culture qu'il faut adopter. Il y a une culture de vie en ville. Mais au Togo aujourd'hui, vous avez dans tous les coins des églises, des bars. Vous revenez le soir, les enfants doivent étudier. On fait je ne sais pas quoi, ça met tuto, ou le monsieur qui a le bar à côté, il met de la musique. Vos enfants ne peuvent pas étudier. Vous-même, vous ne pouvez pas vous reposer jusqu'à tard dans la nuit. Il n'y a pas de police municipale pour réglementer tout ça. Et ça, ce n'est pas seulement de la responsabilité de l'exécutif. Ceux qui sont aussi au Parlement, qui sont nos députés, qui sont bientôt en fin de mandat, auraient pu faire des propositions de loi pour légiférer. Parce que moi, si je sais qu'il y a une loi et que mon voisin me perturbe, je peux aller appeler la police pour qu'on vienne le rappeler à l'ordre, parce qu'il y a une loi. Mais il n'y a pas de loi. Donc le gars, il vient, il crée
une église à côté de ta maison. Il dit que bon, c'est son business, c'est son terrain. Et il met la musique à fond jusqu'à tard dans la nuit. Et toi, tu attends qu'il finisse de jouer sa musique avant d'aller au lit. Donc, c'est un problème fondamental. Bien, merci beaucoup Ferdinand. Loïc, là, nous sommes sur le sujet. Je pense que finalement, on a tellement de problèmes liés donc, à l'immobilier au Togo. Est-ce que le gouvernement togolais peut encore maintenir la pression sur les citoyens et développer la ville? On m'a dit que la ville s'agrandit à peu près. Pour Lomé, j'ai l'impression que c'est un peu raté. Je ne sais pas que je suis trop pessimiste parce que il faut casser. Pour il faut Lomé, faire des réformes. Regarde, le projet ça casse. C'est encore toi qui as écrit qu'on casse le mur. Non, il faut casser. C'est que je vois. C'est que je vois. Non. Comment est-ce qu'on peut avoir dans la capitale des quartiers? Comment est-ce qu'on peut avoir dans la capitale des quartiers? Attends, comment est-ce qu'on peut avoir dans la capitale des quartiers comme Badago qui sont d'une incroyable, je ne sais pas, la capitale. Je sais. Dans la capitale, au cœur de Lomé. Oui, mais il faut prendre des initiatives. On ne peut pas casser les autres. Ça aussi c'est un petit peu commun à toutes les villes africaines. Non, mais toi tu cites Badago, mais quelqu'un de Badago va citer ton quartier. Tu comprends et vice versa. C'est pour ça va être difficile. Moi je dis casser, ça va être difficile parce que Lomé est déjà... C'est déjà fait. On ne peut plus. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comme elle est en train de s'agrandir, là où elle s'agrandit, on peut maintenant essayer de corriger à ce niveau. C'est là où elle s'agrandit qu'il ne faut plus laisser. Voilà, les nouveaux quartiers. S'il te plaît, il faut les laisser, les anciens quartiers, les nouveaux quartiers, il faut essayer maintenant de tracer les choses, de définir des choses. Et ça, c'est pas encore tard, c'est possible. Parce qu'il y a une autre remarque que je vais vous faire. Quand tu prends toutes les capitales de la sous-région, Dakar, Abidjan, Niamey, Cotonou, même moi, je crois qu'à Cotonou aussi, il y en a, Accra, il y a toujours des grandes places publiques au cœur de la ville. Où souvent, pour certaines manifestations ou événements, pratiquement tout le peuple, la population se retrouve pour la joie, par exemple pour le 31 décembre, Saint-Sylvestre et consorts. Mais à Lomé, il n'y a pas de place publique de ce genre. Tu comprends, non? On avait une place avant, Rani Santos. Non, c'est trop exigu, regarde la place. Non, c'est devenu un point de marche. Non. Là-bas, les gens chutaient les marches. Non, oui, avant. Ouais. Maintenant, la BOAD, c'était pas pour le public, c'était pour les politiciens. Il faut dire que c'est un réel problème d'urbanisation parce que quand vous prenez l'époque coloniale, tu sens que quelque chose a été fait. Parce que quand tu prends dans les parages des palais des congrès, les choses sont organisées. Si c'était suivi, aujourd'hui, on ne serait pas dans cette merde. Oui. Je suis d'accord pour dire que c'est vrai, même si on a raté jusqu'à un niveau, le mal, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'on est en train d'anticiper par rapport au nouveau quartier. On les laisse aussi se développer comme ça. Les cimetières partout, c'est-à-dire partout on vend. C'est pas normal. C'est-à-dire la capitale ne peut pas être un endroit où on vend partout, on enterre partout, on crée les églises n'importe comment, des bars, dans chaque maison il y a un bar et tout ça là. Il y a un problème d'urbanisation. Et donc quand vous prenez et ça cause également un réel problème de sécurité. C'est vrai que les bidonvilles, il y en a toujours dans toutes les capitales, mais quand même il faudrait pas vous... Et il y en a un peu de trois Lomé. Vous quittez Badago, vous venez au niveau d'Agoué, c'est-à-dire il y a une zone d'Agoué en face du centre médico-social. Oui, si. Il y a un problème également. Donc il y a de ces poches là où effectivement à un moment donné on peut raser et déplacer les gens. Parce que déplacer les gens? Oui, pourquoi pas déplacer les gens et les réinstaller. C'est-à-dire, c'est pour cela on dit, par exemple, si le gouvernement a un projet par rapport à certaines choses, il faut quand même faire comprendre cela. Mais là où on a raté, et effectivement, quand la terre n'appartient pas à l'État, c'est un peu, les gens vont vous dire qu'ils sont sur les terres de leurs parents. Et ça, et en Afrique, c'est ça. Enfin, surtout dans le contexte togolais, vous allez voir quelqu'un aujourd'hui, il est dans une maison en pleine agglomération où il est entouré par de grands immeubles, mais il refuse de vendre. Il refuse de vendre une simple fierté, il dit c'est la terre de ses parents et tout cela. On ne peut pas développer une ville comme cela. Bon, oui, Tchanyao maintenant. Bon, moi je crois que quand vous suivez les interventions des confrères, vous comprenez que quelque part, il y a un besoin de refaire Lomé, mais au même moment, au niveau des gouvernants, il y a une peur de ce que les populations diront. Vous avez vu la réaction de Loïc quand on parlait d'un quartier, je ne vais plus donner le nom. Il dit les habitants de ce quartier vont doiter d'autres quartiers. Mais il y a des constats réels par rapport à certains quartiers de Lomé où moi, je suis allé au Ghana et j'ai été un peu curieux pour savoir comment la ville a été bâtie.
On m'a dit que 20 ans en arrière, il y a eu quelqu'un qui s'appelle Jerry Rollis qui avait eu un courage, qui a fait raser tout des quartiers. Et Adema avait essayé. Vous saviez que Zongo était au niveau de BTCI. Oui. Et Adema a fait déplacer Zongo vers Agoye. Oui. Mais quand on a amené les gens là-bas, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Ils n'ont pas tracé la ville. Les urbanistes, les architectes, tout ce monde que vous citez, ils ne font pas leur travail. Non, même les nouveaux quartiers où les gens achètent les terrains aujourd'hui, les gens savent où il y a convergence aujourd'hui pour l'achat des terrains. On aurait pu aller tracer, viabiliser les zones, tracer les routes, faire comme ce que Abuja était. Quand vous allez à Abuja, je ne sais pas si tout le monde a... Mais Abuja, c'est comme l'Europe. Ouais. On m'a fait entendre que Abuja, c'est un coin qu'on a tracé. On a urbanisé le coin, laissant les lopins, et on donne les lots aux gens à construire. S'il faut vendre, les gens achetaient, et on imposait quand même le modèle qu'il faut que les gens construisent. Donc ici, on ne trace pas les routes. Vous achetez parfois même des terrains, vous êtes dans la rue. C'est après que vous vous rendez compte qu'on vous a vendu, alors que quand les gens savent que la population se dirige vers là, on aurait pu aller tracer ces routes. Là, les gens qui vendent les terrains, même si ils sont propriétaires de leur terrain, ils reviennent à l'État. Et pourquoi est-ce que quand on vend les terrains, on dit « Ah, vous êtes sur Angle Rue, vous êtes dans la rue ». Et ça, c'est l'État qui le détermine. Donc, les géomètres, les architectes, tous ces gens-là, ils doivent aller vers les nouveaux quartiers pour donner un look à notre capitale. Parce que s'ils ne le font pas, ils sont en train de retrograder ce pays. Ils sont en train de rendre vilain à notre capitale et qu'il faut qu'ils jouent leur partie. Les gens n'ont pas de vision. Vous êtes en chaleur. Moi, je suis allé dans un milieu comme Tombouctou où ils sont dans le désert, 45 degrés à l'ombre de chaleur. Tu dépasses la ville, tu rentres dans le sable, tu vois les bonnes fontaines qui attendent que les gens viennent construire. Tu vois les dispositifs électriques qui attendent que les gens viennent construire. Tombouctou, ceux qui sont maliens peuvent témoigner. Moi, je dis une chose, un seul exemple. Au-delà d'un nouveau quartier où normalement les gens devaient saisir la balle au bon pour se corriger, au-delà de ça, même en ville, la catastrophe continue. Je prends un exemple comme le boulevard du 13 janvier. Il faut voir le type d'arbre qui longe, qui quadrille le grand arbre du genre. C'est un arbre, bon, dans mon milieu, c'est un arbre très médicinal. Il est très bien, il est très amer. Cet arbre-là, ce n'est pas un arbre à mettre le long d'une route. Quand vous le mettez à côté d'une maison, par exemple, quand il atteint un certain âge, il casse les murs. Et c'est des arbres comme ça que jusqu'à présent, on prend pour mettre le long des routes. Ça veut dire qu'à 20 ans, 15 ans, l'arbre même qui est censé embellir devient un problème pour le goudron. Donc les gens, je ne peux pas dire qu'on n'a pas d'urbanisme, mais les gens sont là seulement et le pays avance. Parce que, quand on dit très souvent que quand tu ne sais pas où tu vas, tu ne peux pas trouver de vent favorable. Nos autorités n'ont pas de vent favorable. Bien qu'ils sont dans, je vous disais du tout que je connais très bien Cotonou, quand tu regardes l'assise de Cotonou, ils sont plus sur un terrain difficile que Lomé. Mais quand tu regardes ce qui se passe ici et nos réalités, les gens n'ont pas de miracle. C'est en ça que moi je dis tout le temps que quand les gens te promettent un chapeau, il faut voir le chapeau que même ils portent. Même quand ils volent l'entrée d'argent, quand ils construisent, tu rentres dedans, il n'y a pas le goût, tu ne vois pas le flair. Donc les gens comme ça qui n'ont pas fini de gérer leur propre environnement, n'attendez pas qu'ils vous offrent un paradis. Merci beaucoup. Les champs de maïs en pleine ville. Oui, ça c'est un problème. Les champs de maïs en pleine ville. Il y a des villes, il faut cultiver. Oui, on va passer à un sujet. Mais je vais faire une dernière intervention. Moi, je dis, on en discutait tout à l'heure hors micro. Oui, je dis, c'est un problème de vision. C'est un problème de vision des gouvernants. Quand vous quittez Lomé, vous allez un peu à l'intérieur du pays. Nos villes sont comme des campagnes, excusez-moi. Il n'y a même pas d'activité. À part les fonctionnaires des structures déconcentrées de l'État, TDE, Régie, je ne sais quoi, SET, et puis enseignants, il n'y a pas d'activité dans les villes. Il n'y en a pas. Quand vous perdez aujourd'hui un emploi à Lomé, vous ne pouvez pas gagner un boulot à Palimé, à Réhon, à Sokodé ou à Takpamé. Mais quand vous êtes à Accra,
vous perdez un boulot, vous pouvez en gagner à Koumassi, à Tema, à Obwassi, à Winiba, je ne sais pas. Parce qu'ils ont fait un développement endogène des villes. Ça repose un autre problème, celui de la décentralisation. Vous voyez, comment est-ce qu'on peut, dans une capitale comme Lomé, à 25 km de Lomé, on a une ville comme Tchévier, chef-lieu de la région maritime. Il n'y a pas d'eau. Les installations de l'eau remontent à l'indépendance. Il n'y a qu'une seule route qui traverse la ville. Après, quand vous voulez aller dans les coins de la ville, c'est un terrain rouge. Donc, il y a un problème. La ville là est à 25 km de la capitale et c'est le chef-lieu de la région maritime. Il n'y a même pas d'infrastructure élémentaire. Mais ça pose un problème. Donc, je pense que c'est au sommet de l'État que le problème se pose. Il faut que des gens aillent au-delà des discours. On parlait aussi de la ville de Palimé. On a tous dit, on entend que c'est un gâchis. La ville de Palimé qui est une ville touristique, qui a des atouts. Les gens viennent de Cotonou aujourd'hui, vous passez le week-end à Palimé. D'abord, il faut voir la route pour aller à Palimé, c'est un problème. Ensuite, dans la ville, c'est un autre problème. Vous avez un hôtel qui est là-bas, qu'on aurait pu raser, parce que l'hôtel est en faillite, pour donner à des privés qui peuvent investir, comme l'hôtel du 30 août, qui est dans un espace vraiment agréable. Mais on ne veut pas le faire parce qu'il y a des raisons politiques qui sont derrière ces histoires-là. Il faut libérer les énergies. Il faut laisser les citoyens entreprendre parce qu'il n'y a que le privé qui crée de l'emploi. D'accord, mais tout ce qu'on dit aujourd'hui, Loïc, aujourd'hui, ça voudra dire que, au-delà de, oui, rapidement, au-delà de l'urbanisation, il y a un besoin croissant de favoriser aussi le tourisme. Ferdinand évoquait le cas des hôtels dans les villes. Le tourisme et surtout le tourisme domestique, c'est-à-dire intérieur. Avant même de chercher le... Vous savez, parce qu'il fallait promouvoir le tourisme intérieur. Le Togo est un des rares pays où le Togolais le samedi ou le vendredi soir ne peut pas prendre sa famille et aller en week-end à l'intérieur. Oui. C'est-à-dire il peut aller à Palimé, à Anéro et consort. Le Togolais ne peut pas faire ça. C'est bien développé dans les pays, dans les pays qui nous entourent. Il faut avoir le courage de le dire parce que le gars cherche de quoi manger, il va amener ces trucs-là, sa famille aller quelque part. Tu verras que des Libanais appellent les hôtels qui sont à l'intérieur. Moi je vois, tu vois que des Libanais qui appellent déjà très tôt pour bloquer les chambres. Oui, déjà crédit. Les Béninois qui maintenant commencent à venir plein. Mais on est où là? C'est ça la grande question. Parce que tout simplement, même le tourisme local, pour le développer, il n'y a pas les moyens. Le Togolais, ça repose tellement de problèmes. Problèmes de comment vous appelez ça, de salaire, de moyens des fonctionnaires, qui est encore très bas. Il y a le problème d'emploi qui n'existe pas. Il y a tellement de choses. C'est là où je dis, je donne raison à ceux qui pensent que honnêtement, on ne sait pas où on va. Parce que comme il dit, il n'y aura pas de vent favorable pour nous tant qu'on n'a pas fixé un cap sérieux. C'est comme, je te fais une confidence. Tu diras, mais comment? C'est comme DSK qui vient à Lomé et qui a Dominique Strauss-Kahn pour une réunion à la présidence. Le viveur. À la présidence. En cours de la réunion, il y avait tout le Bataclan que tu connais. Vous étiez à la réunion? Non, mais je ne pas de confidence. Je ne pas de confidence. D'accord. Il y avait tout le Bataclan que tu connais. Oui, le Bataclan que tu connais. Il y avait les Ingrid, les Bidamon, les Victoire Dogbé, les Tevi. Le Bataclan était là. Même le Premier ministre était là. Sauf le président de la République. Alors, c'était les premières prises de contact. De Dominique Strauss-Kahn veut comprendre comment fonctionne le pays, comment les choses vont, il pose des questions. Chacun prend la parole. Bon, selon la vision du chef de l'État, selon la vision du chef de l'État, selon la vision... Ce que je dis est sérieux. Je ne suis pas en train de m'amuser. Ah oui? C'est sérieux ce que je dis. Selon la vision. Et Dominique Strauss-Kahn, toute sa note qu'il prenait dans son bloc, c'est vision. Finalement, il prend la parole. Quand il a fait le tour de la table, il dit, mais pour tous, tout le monde ne parle de vision. C'est quoi la vision du chef de l'État? Déclinez-la moi. Parce que tout le monde dit selon la vision, mais il n'arrive pas à décliner. C'est que je vous dis, c'est sérieux. Demandez à Strauss-Kahn, il continue de venir à Lomé. Et là, on dit, mais on est dans quel pays? Le gars était dessus. Et quand il a dit ça, il y a eu silence autour de la table, 30 secondes. J'ai dit 30 secondes de silence. C'est peu. Et pour distraire la galerie, le Premier ministre dit, bon, au fait de la vision, tout le monde la connaît déjà. Et tout le monde s'est mis à rire. Mais tu vois un peu, c'est juste une anecdote que je vous raconte pour dire, on a comme l'impression que le président de la République, lui, il a un cap. Ceux qui l'entourent ne maîtrisent pas où ils vont aller, ou c'est quoi le cap, ou le cap même n'est pas défini, parce que moi je veux que quand je tape sur Internet, que je sache c'est quoi le cap, c'est quoi la vision, on va où? Ailleurs c'est comme ça. C'est pour ça l'autre fois. Non, c'est pour ça l'autre fois, mais on a enterré ça. C'est pour ça l'autre fois, je vous disais ici que prochainement en 2020 pour les élections, nous devons avoir le programme de tout candidat à cette élection. Quand on tape sur le net, on doit savoir où on va. Merci beaucoup, Loïc Lawson. Je voudrais ouvrir notre sujet. Juste pour ouvrir une brèche par rapport à ce que Loïc a dit, à la confidence de Loïc, pour dire que l'autre fois, le vendredi passé, vous, Eric, vous avez dit ici que les jeudis,
vous invitez pratiquement et par rotation les partis politiques, les acteurs politiques pour venir parler aux Togolais. Et qu'il y en a qui ne répondent pas. Non, c'est UNIR principalement. Oui, UNIR principalement ne répond pas. Et ça rejoint ce que Loïc dit. Parce que les gens savent qu'entre eux, ils se font des attaques. Ils sont sur le terrain. Non, non, c'est pas ça, écoutez. Mais par contre, Eric a dit que quand les autres viennent réagir, il reçoit des appels, les gens grondent, les gens disent pourquoi est-ce qu'on a parlé, pourquoi on a dit tel, on a dit ceci. C'est pour dire que les gens ne sont pas sûrs de ce qu'ils font. Ils ne savent pas, quand on leur dit venez parler, ils se disent mais si je viens dire après quelqu'un dit tape. C'est ça. Si je fais ça, on va lui créer le problème. Et donc ça remonte jusqu'aux ministres qui finalement n'ont pas d'initiative personnelle qui va dans le bon sens. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'aucun ministre n'a le droit de parler s'il n'a pas l'aval du chef du gouvernement? Mais absolument, c'est grave. Quand un ministre sort et vous lui tendez le micro sur une question, une thématique spécifique, et qu'il doit être surpris de vous répondre et qu'il soit obligé de biaiser, ce n'est pas normal. Ou bien on a mis des ministres, on veut qu'ils travaillent décemment, ils répondent normalement, et s'ils disent du mal, on les fait. Bon, finalement, est-ce que le Premier ministre aussi ne dira pas à un ministre, va dire tant qu'il n'a pas reçu de l'ordre? Finalement, ça donnera quoi? Oui, moi, je crois que les gens n'ont qu'à travailler, ils n'ont qu'à être entrepreneurs et faire avancer le pays comme cela se doit. Merci Fabrice, vous voulez acheter un mot? Oui, et puis on va passer finalement au deuxième sujet. Il ne faudrait pas qu'on se cache la face, c'est la façon de gouverner de fort, hein, il faut le reconnaître. Même quand vous prenez, certains ministres peuvent vous dire je ne maîtrise pas et ils ont raison de dire qu'ils ne maîtrisent pas. Mais comment un ministre ça peut maîtriser son département? Moi, l'analyse que je fais, moi j'ai l'impression qu'il y a un cabinet fantôme à la présidence, un shadow cabinet où sur tous les sujets, où il y a des spécialistes qu'on consulte par même ça, pas celui qu'on connaît officiellement, celui qu'on connaît, non, pas je dis un cabinet fantôme. Il y a un ministre qu'on connaît officiellement, mais il y a quelqu'un, peut-être quelque part, qui fait son boulot. C'est ça. Ça doit être ça. Et moi, si un ministre dit qu'il ne maîtrise pas, parfois il a raison. Oui, mais c'est une vérité. C'est pour ça que je dis, c'est la manière dont, fort, c'est quelqu'un qui parle peu. Oui. Et c'est-à-dire, celui qui te dira, bon, quel est l'avis du chef de l'État sur cette question, ce n'est pas toujours une question facile à répondre. Confidence pour confidence. Encore. Non, sérieux. C'est pour appuyer ce que dit Fabrice. Quand le Premier ministre lui-même reconnaît un offre qui n'a pas le pouvoir, c'est-à-dire... c'est-à-dire quand un ministre... C'est trop facile. Je t'explique, je te donne l'exemple. Quand un ministre vient chez le PM avec un dossier, il apporte le dossier et le ministre se plaint qu'il n'a pas le pouvoir, c'est-à-dire il dit au Premier ministre, donnez-nous le pouvoir pour qu'on puisse agir et arranger de la chose comme ça. Le Premier ministre dit, moi-même je n'en ai pas. Ah oui? C'est que je dis sérieux, moi-même je n'en ai pas. Est-ce que pas? Et il dit, mais vous les journalistes... Ça tout le monde sait qu'il n'a pas le pouvoir. Voilà, ça on parle de réforme. Vous les journalistes, aidez-nous parler de ça pour qu'on puisse avoir le pouvoir de pouvoir faire. Parfois ils veulent prendre des initiatives. Comment on va les aider? Au fait, s'il te plaît, ils veulent prendre des initiatives, mais parfois il y a la peur, comme dit Fabrice. Parce qu'il y a un cabinet noir qui en réalité décide de tout ce qui se passe. Alors parfois le ministre est obligé, chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il marche des yeux, il a peur de prendre l'initiative, il attend la consigne et quand la consigne ne vient pas, ça traîne. Et au finish, le pays n'avance pas. Bien. Monsieur, merci beaucoup. On va passer à notre sujet. Je voudrais qu'on parle maintenant de la justice togolaise. Il y a une semaine, il y a Afrobaromètre qui a sorti une enquête sur la perception que les Togolais ont aujourd'hui de leur justice. On nous renseigne que pas plus de 37% des Togolais seulement qui ont confiance en leur justice. Ça veut dire que 63% des Togolais ne croient pas en la justice togolaise. Est-ce que c'est pas une catastrophe Fabrice? Oui, bon, c'est une catastrophe et ça date. Mais maintenant, il faut chercher à savoir. C'est-à-dire que c'est vrai que par le passé, il y a eu quand même des actes posés par la justice où finalement les gens n'ont plus confiance en elle. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, parfois, cette justice la surprend dans certains domaines. Il y a eu des affaires où on a donné raison à des gens qu'on croyait jamais qu'ils pouvaient avoir raison devant une justice. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le vrai souci, c'est que quand vous prenez tous ces gens-là, vous allez voir que c'est des gens qui n'ont plus fait confiance en la justice, qui n'ont plus eu confiance en la justice depuis des années. Oui. Mais est-ce que ces dernières années,
Et ce manque de confiance-là est toujours resté. Mais moi, ce que je vais dire aujourd'hui, même si on ne fait pas confiance en cette justice, il faut toujours la tester, parce que parfois il y a des surprises, et aujourd'hui on a des résultats sur le terrain. Il y a 11% Togolais que malgré tout, ils vont quand même à la justice. Oui, c'est ce que je dis. Je crois qu'il faut faire comme les 11%. Même si vous savez que vous n'avez pas confiance, il y a parfois des surprises où il y a eu des procès où des gens ont gagné, où on ne s'attendait même pas à ce que ces gens-là gagnent. Donc c'est pour cela, parfois ce complexe de gribouille, disons, de dire, bon, je sais que c'est comme ça sera, ce n'est pas la peine d'y aller. Je crois qu'il faut y aller. Même quand vous prenez même sur le plan politique tout dernièrement, peut-être qu'on va dire que c'est sur un sujet de moindre importance, la Cour constitutionnelle. Il y a des partis qui n'avaient pas confiance en la Cour constitutionnelle, mais quand même qui ont fait la démarche et finalement qui ont eu raison. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut le faire. C'est vrai qu'on n'aura pas cette justice, mais il y a quand même des juges qui commencent par surprendre en disant réellement le droit. Ce n'est pas encore ça dans le grand ensemble, mais je crois que à force d'aller, et le fait qu'il y a aujourd'hui une certaine liberté au niveau des médias même de dénoncer, et puis la publication des arrêts qu'on rend au niveau de la justice, il faut leur mettre la pression. Parfait. Oui, avant de donner la parole à Abi Alpha, oui, Tchaniao, oui, bon. La justice togolaise aujourd'hui, est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que vos concitoyens n'ont plus confiance en cette justice, malgré qu'on ait mis des milliards pour la modernisation de la justice togolaise? Bon. Je vais commencer par dire qu'il fut une époque aussi où, même aujourd'hui, il y a des Togolais qui se disent n'avoir pas confiance, par exemple, aux forces de l'ordre. Mais quand ça ne va pas dans nos familles, c'est à eux qu'on fait souvent recours. Il y a des moments où les gens disaient, la police, la gendarmerie, ils ne font pas leur boulot, ils ne font pas tant, mais quand ils ont des difficultés, c'est là qu'ils recourent. Et donc, je voudrais dire également que comme au niveau de la justice, moi, je connais plein de dossiers où des gens pensaient, des gens ont eu raison et ils n'ont pas pu s'en sortir au niveau de la justice. Et je connais aussi des dossiers où on se dit par exemple que si j'ai affaire par exemple avec une structure de l'État ou bien avec l'État, point besoin d'aller à la justice parce que on risque de torpiller la vérité. C'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance, mais je donne un cas patent. Puisque aujourd'hui vous voyez que la presse, tout le temps on se bouscule, on dit des trucs. Il y a eu par exemple un fait au niveau de la CET, je donne l'exemple. La CET. La CET qui fait couler beaucoup d'encre de salive au niveau de la presse et qui divise pratiquement les journalistes. Et moi je voulais dire, parce que quand j'ouvre cette brèche, c'est pour dire qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Vous savez, quand je le dis, les gens qui dirigent le pays écoutent. Il y a plusieurs sociétés d'État au Togo où on n'en parle pas, mais quand les journalistes commencent par parler d'une société, il faut que les gens ouvrent grandement les yeux pour aller faire des recherches personnelles pour l'État lui-même. Nous avons dit dans ce pays que non, on a licencié des gens de façon abusive. On a remis à la CET. Nous l'avons dit, les gens ne nous ont pas compris. Alors que ici au Togo, nous avons un code de travail. Ce code, il existe dans les structures d'État. Nous avons dénoncé certains abus, personne ne nous a écoutés et finalement, je voudrais tirer chapeau à la justice parce que des individus qu'on a licenciés abusivement, où on a dit qu'ils sont détenteurs de faux diplômes qui n'étaient même pas de faux diplômes, se sont plaints à cette justice à laquelle certains n'ont pas confiance. Et à la grande surprise, le droit a été dit en faveur des individus contre une société de l'État. Pour le moment, c'est un seul. Pour le moment même, les autres ne vont pas dormir. C'est pour dire que le lot est le même. Et les gens sont au tribunal aujourd'hui. Et je crois que les juges togolais sont en train de prendre de la hauteur. Il faut leur tirer chapeau parce que si tout le temps, nous allons nous retrouver pour dénoncer rien que leur abus, et ne pas dire... Qu'est-ce que la justice a dit par rapport à celui qui a apporté plainte? Mais la justice a appliqué le code du travail. Le monsieur, il a travaillé, il a eu un contrat, on lui a renouvelé ça, on l'a évalué tout comme les autres qui sont à la maison. Et on a vu un comité de directeurs, 6, qui ont entérimé l'évaluation de son chef service. Et on lui a dit, mais vous allez être recrutés. Et ceux qui sont venus aujourd'hui trouvent que c'est les autres qui le faisaient. Comme si dans les sociétés d'État ou comme si dans l'administration togolaise, un ministre signerait un décret, un ministre signerait que le président même de la République prendra un décret et que quelqu'un d'autre viendra et dit non, ça ne m'engage pas parce que ce fut l'autre. Le droit a été dit et je ne donne pas le nom de l'intéressé. Et la société est contrainte aujourd'hui de reprendre
Et on court derrière, on dit non, qu'on veut faire appel parce qu'on veut masquer les choses. Elle doit payer combien? Non, je ne dis pas ce qu'elle paye, mais 400 millions environ. Aujourd'hui, la CET court. La CET est condamnée aujourd'hui à payer 400 millions à un individu. Pratiquement le milliard, oui. Mais le monsieur, il est père de famille, soyons réalistes. Si dans certaines situations, il y a des gens qui sont partis, mais ici, figurez-vous que la même société qui disait qu'il y avait un pléthore d'effectifs. Je vous donne une information qui va vous surprendre. Il y a 3 jours, un enfant est mort à Kara. Tout simplement parce que le chef de division qui va pourvoir les coupures, n'importe quoi, il n'a pas d'éléments parce que les contractuels qui travaillaient ont été renvoyés. Maintenant, le chef de division va voir le chef d'agence pour lui demander est-ce que je peux utiliser les stagiaires? Alors que les stagiaires ne sont pas habilités à monter sur les poteaux, l'enfant de quelqu'un est électrocuté. Tout simplement, il y a même d'autres cas qu'on peut, si vous le voulez citer, mais nous ne sommes pas là pour la citer aujourd'hui. Oui, mais le temps nous viendra qu'on revienne. Mais le gouvernement togolais n'a qu'à aller voir ce qui se passe. Il n'y a plus de branchement au Togo, il le voit, il se taise. Merci beaucoup. Oui, Abi Alpha, par rapport à la justice, est-ce que vous comprenez les Togolais qui n'ont pas confiance finalement en cette justice-là? Non, bon, c'est clair, c'est très clair, ça là, c'est plus qu'une évidence. Et puis, le crime à la justice, il a un nom, son nom c'est la corruption. C'est la corruption qui est le zombie qui a démoli la justice, qui a défiguré la justice, qui fait que les gens n'ont plus de confiance. Si un effort se fait pour que... Mais il y a quand même des magistrats... Je ne refuse pas, je viens démontrer. Je ne reviens pas, je viens. Donc c'est pour vous dire que ce crime-là, qui est l'enfant le plus bien entretenu de la République, a pris place, la corruption. Il a pris place. L'enfant le plus... Oui, ça c'est clair, au sommet surtout. Donc il a pris place à la justice, ça fait que les gens n'ont pas confiance. Je vous donne un exemple. Il arrive des moments où des dossiers arrivent. Ça parcourt la première instance, la cour d'appel, ça arrive devant la cour suprême, où on voit des impossibilités qui ont eu lieu, surtout au niveau de la cour d'appel, que la cour suprême ne peut pas réparer. On donne le délibéré comme ça. Ça veut dire celui qui est supposé ne pas avoir raison, parce qu'il y a eu des acrobaties difficiles à récupérer, on donne raison à celui qui est censé être le bourreau, et la victime reste éternellement victime. Donc aussi longtemps que les gens là, surtout que c'est un corps de métier, c'est un corps que moi j'admire beaucoup. Et il faut partie des rares corps où on prête serment. Mais quand vous faites partie de ce corps de métier où on prête serment avant de devenir quelque chose, et que après on dit que c'est chez vous que la justice, la corruption a la plus grande villa, bon, ça fait problème. Moi je connais un juge qui a fait longtemps à Palimé. Le jour où il est parti à la justice, tous les dossiers qu'il a connus ont été repris. Ah oui? Il n'est pas encore mort, c'est-à-dire, hein, voilà. Son temps est venu, il est parti à la retraite. Tout ce qu'il a eu à prononcer comme délibéré, oui. On a repris. C'est un passé encore récent. C'est pour dire ce que nous ne voulons pas donner de nom. Donc le Togolais a raison de ne pas avoir confiance. Mais ça évolue. Par exemple, il y a actuellement une inspection qui est devenue actuellement une inspection que beaucoup de juges respectent. Ils ont beaucoup peur. Quand un juge est sur un dossier, tout ce que tu connais comme excellent de justice, quand ils sont dessus, puis on dit qu'un des inspecteurs de la justice a appelé, tu vois, le comportement change. Moi, un monsieur est venu me voir, il pleurait presque. Il y avait un juge qui les aidait dans un dossier, il les a montré comment faire. Après, il balance pour l'autre camp. Bon, après, ces messieurs sont débrouillés, ils sont allés voir un des nombreux inspecteurs de la justice. Et l'inspecteur a connu du dossier, il dit mais ça là, pourquoi? Et il a juste fait sur derrière sa carte, oui, un petit signe de retourner voir le juge. Quand le juge a vu, mais pourquoi vous êtes là-bas? Il démolissait dans son bureau. Parce que à partir de l'inspection, il sait que l'inspecteur suit son dossier et que ça ne va plus être facile pour lui alors qu'il a déjà pris. Donc il a pris quoi? Bon, ça c'est clair, s'il a changé de camp. Lui qui avait conseillé aux enfants, c'est un Chinois qui les avait, libérés.
S'il te plaît. C'est un Chinois qui les avait licenciés délibérément. Vous vous rappelez, entre-temps, nous avons publié le cas, s'il vous plaît, Chanyao, on a publié le cas d'un Chinois qui a été arrêté pour l'affaire pour importation de femmes chinoises et chose qu'ils utilisent ici comme une marchandise pour la prostitution inter-État. Et en fin 2010, on a publié ça. On a publié ce dossier où les Chinois détenus, c'est les mêmes Chinois qui aussi avaient une société parallèle qui fonctionnait. Il a licencié abusivement des gens qui sont sur le dossier. Un juge au début les aide, après ils changent de camp, ils deviennent dans le camp du Chinois et ça devient un problème. Le jour où donc, merci beaucoup Abi Alpha. Ce n'est que la face visible de l'iceberg. Qu'on fasse un effort, c'est à nous aussi de les aider à reprendre leur image, s'ils veulent bien reprendre leur image, parce qu'après tout, c'est un corps de métier noble quand même. Louis Clauson. Non, le problème de la justice togolaise, je crois que ce n'est pas la presse qui est en train d'en parler, ni le sondage. Tout le monde. Les juges eux-mêmes ont fait le constat en leur sein qu'il y a une corruption. Ils en sont conscients? C'est pas pour ça que j'ai dit ils en sont conscients. Ils en sont conscients. C'est eux-mêmes qui le disent. Le ministre de la Justice, le président de la Cour suprême, tous reconnaissent que la justice togolaise est malade. Je ne vois pas qui, en maintenant, c'est pas à nous ici de venir. Ça veut dire qu'ils ont proclamé l'échec de. Non. Oui, il faut dire de la modernisation. Non, Eric, le problème c'est que pour mieux se corriger, il faut faire une introspection. Oui. Et je crois qu'ils ont eu le courage de se regarder dans la glace pour reconnaître qu'ils ont beaucoup failli par le passé. Et maintenant, ils se sont prescrits des thérapies pour essayer de régler, d'arranger ce qui ne va pas. Mais tout compte fait, tu sais que certains ont goûté au miel, il ne faut pas laisser tomber facilement. C'est-à-dire, la corruption, comme on dit, ce n'est pas facile. Et partout dans le monde, la justice est corrompue. Hein. Ce n'est pas seulement au Togo, partout dans le monde. Mais sauf que nous, ici, comme Abidi, ils en ont fait, et la corruption a construit quoi? Des villas, et oui, une villa. Sauf que ici, ce qu'on dit, c'est que face à la veuve et à l'orphelin, que la justice dise le droit. Oui. Parce qu'elle est là justement pour les plus faibles d'abord. Oui. Qui sont, comment vous appelez ça, et qui sont écrasés par le plus fort. Sur ce côté, sur ce plan, je dis, c'est d'abord le plus important. Quand, au niveau, elle arrive à dire le droit pour la veuve et l'orphelin, je t'assure, parce que c'est la grande masse, tu commenceras à entendre dans la ville, on dit, ah, la justice a fait son boulot. Oui. Parce que le pauvre, lui, ne va pas pour de gros dossiers d'argent. Il ne va pas pour des gros dossiers ici. Lui, il va pour des petits trucs d'héritage, machin. Et là aussi, on ne veut pas lui donner raison. Mais une fois, deux fois, quand ils commenceront à donner au moins raison, dire le droit pour des cas comme ça, tu verras que c'est dans la même population qu'on dira que la justice fait son boulot. Maintenant, pour revenir à l'autre truc, parce qu'il ne faut pas trop vite aussi créer victoire. Et trop vite, il faut éviter aussi de croire que les juges commencent à faire du bon boulot. Je vais t'expliquer l'autre aspect. Il y a le business des juges. Le juge, qui par exemple, comme dans le cas de Abi ou de Chanyao nous a cité à la société que je connais aussi, et que moi je souhaite personnellement que effectivement la personne rentre dans son droit. Mais ne sais pas que les juges savent jouer un jeu. On fait exprès au départ de donner raison. Et après, et d'augmenter le montant. 400 millions, c'est beaucoup. Oui, beaucoup d'argent. Parce qu'on sait qu'en face, il y a une société qui a beaucoup d'argent et qui a les moyens de venir voir. Tu comprends ce que je dis? Négocier. Et on redescend. Et on dit, ah, il a fait appel, la société a fait appel, ce n'est pas bon, maintenant c'est 50 millions qu'on peut te donner. Parce qu'en retour, là-bas, quelqu'un prend 100 millions. N'oubliez pas, il y a ce business. Et ça serait trop naïf de crier victoire. Je sais de quoi je parle. D'accord, très bien. Oui, Ferdinand. Non, moi je crois que la justice dans ce qu'on appelle un état de droit, c'est le dernier rempart. Oui. Pour les citoyens. C'est le rempart qui protège les libertés individuelles et collectives, mais quand la justice perd sa mission, ça devient inquiétant. Et quand nous parlons de la justice, on ne parle pas que seulement des juges. C'est vrai que les juges, il y en a qui font du bon boulot, il y en a qui font du mauvais boulot, mais il y a aussi les auxiliaires de justice. J'ai un ami qui me disait un jour, c'est un spécialiste d'ailleurs de la justice, qui me disait que si ce pays change, il n'y a pas que les juges qui iront en prison. La moitié des notaires, la moitié des huissiers, la moitié je sais pas, tout ce que les auxiliaires de justice iront en prison parce qu'ils ont dépouillé la veuve et l'orphelin, surtout dans les problèmes de terrain. Et ils ont trafiqué des testaments, ils ont fait des trucs incroyables, vendu des maisons des gens, ils ont empoché les sous. Et les gens se sont même plaints à l'office
soit au barreau ou à l'office du notariat ou chez les huissiers, mais il n'a jamais eu de suite parce qu'ils se protègent, ils sont complices dans le mal, vous voyez. Et donc, c'est pas que seulement les juges. Aujourd'hui, vous prenez, parce qu'il y a la justice, et les juges comme les avocats, les notaires, leur métier est d'abord guidé par l'éthique. Comment est-ce que vous pouvez prendre aujourd'hui un avocat pour vous défendre et demain votre propre avocat que vous avez pris pour vous défendre, il change de camp, il va faire une alliance avec le camp adverse contre vous. Ça se passe tout le temps à la justice togolaise, contre de l'argent. Et ces gens-là, ils circulent à Lomé, ils ont des immeubles, ils ont des voitures, ils ont des fermes agricoles, pendant que des gens meurent. Ils ont mis la main sur les maisons des gens. Des notaires ont trafiqué des testaments des gens. Mais ces gens-là sont tranquilles. Dans ce pays, ils en font tous les jours. Et personne ne leur dit rien. Puisque quand les gens sont fatigués à la justice, où ils viennent où? À la presse. On reçoit les gens tous les jours. Toujours. Dans nos rédactions, je crois que tout le monde reçoit. On reçoit les gens tous les jours dans nos rédactions. Des femmes qui arrivent en pleurant, des hommes qui arrivent en pleurant, qui ont été dépouillés. Parce que quand les gens sont fatigués à la justice, c'est vers la presse qu'ils viennent. En disant oui, il y a quel problème, personne ne nous écoute. Si vous criez, au moins les gens vont écouter. Il y a des dossiers que nous ne pouvons pas relayer dans la presse. On indique à des gens d'aller voir telle personne. Moi, j'ai envoyé une dame à Tchaniao. Ça c'est un sabotage. Tu as parlé de la société. Et nous ont... La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.